Pendant longtemps, l'intellectuel dit de gauche a pris la parole et s'est vu reconnaître le droit de parler en tant que maître de vérité et de justice. On l'écoutait, ou il prétendait se faire écouter comme représentant de l'universel. Être intellectuel, c'était un peu être la conscience de tous. Ainsi, Michel Foucault définit-il cette figure traditionnelle qu'il est usuel en France de considérer comme y étant née il y a un peu plus d'un siècle avec l'affaire Dreyfus. Il en constate cependant l'épuisement et en propose une autre. Je le cite, « Il y a bien des années maintenant qu'on ne demande plus à l'intellectuel de jouer ce rôle. Un nouveau mode de liaison entre la théorie et la pratique s'est établi. Les intellectuels ont pris l'habitude de travailler non pas dans l'universel, l'exemplaire, le juste et le vrai pour tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis, où les situaient soit leurs conditions professionnelles de travail, soit leurs conditions de vie, le logement, l'asile, le laboratoire, l'université, les rapports familiaux et sexuels. Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus concrète et immédiate des luttes. À chacune de ces deux figures, Michel Foucault attribue un nom, l'intellectuel universel et l'intellectuel spécifique. Le premier, qui s'est illustré avec le marxisme au XXe siècle, avait pour objet et pour public potentiel les masses, dit-il. Et selon cette vision de son rôle, je le cite encore, l'intellectuel serait la figure claire et individuelle d'une universalité dont le prolétariat serait la forme sombre et collective. Et le second, l'intellectuel spécifique, qui a émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dit-il, affronte des problèmes plus circonscrits, mais dont les protagonistes ne sont guère différents. Il est impliqué dans des luttes réelles, matérielles, quotidiennes, dont les adversaires sont, je le cite, les multinationales, l'appareil judiciaire et policier, la spéculation immobilière. Donc, si l'intellectuel universel procédait d'une conception élitiste de son rôle, l'intellectuel spécifique peut être un travailleur social ou un professeur des écoles, un magistrat ou un psychiatre, un biologiste ou un sociologue. Le contexte de ce texte est important à considérer. On est en 1976, il y a eu dans la vie de Michel Foucault le soutien aux étudiants incarcérés après des manifestations en Tunisie, l'expérience de l'université de Vincennes, la création du groupe d'information sur les prisons, la mobilisation contre le racisme à la suite de l'assassinat d'un jeune Algérien, la découverte de la littérature des Black Panthers, un voyage à Madrid pour défendre des Espagnols condamnés à mort par le régime franquiste, une rencontre avec le dissident soviétique Léonid Pliouch, une pétition contre les violations des droits humains dans l'Iran du Shah. Les engagements de Michel Foucault se sont donc multipliés et il est devenu lui-même une figure intellectuelle majeure. Pas seulement en France, où il est sollicité pour toutes les causes, de la défense des étudiants incarcérés à la lutte pour la légalisation de l'avortement, mais également ailleurs dans le monde, car il voyage beaucoup pour donner des conférences, surtout aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Au regard de la diversité de ses engagements sur des thèmes aussi différents, comme je viens d'en citer quelques-uns, il n'est d'ailleurs pas évident qu'il soit l'incarnation la plus typique de cet intellectuel spécifique. Néanmoins, cette identification peut s'appuyer sur les travaux qu'il a conduits sur la folie, la médecine, la prison, et qui constituent une base de légitimation de ses combats. Elle le positionne face à celui qu'il cherche depuis longtemps à éclipser, Jean-Paul Sartre, en intellectuel universel, figure déjà déclinante, face à laquelle Michel Foucault apparaît en intellectuel spécifique, figure ascendante. Dans les mouvements sociaux et les protestations politiques, les deux hommes se retrouvent toutefois souvent en tête des mêmes manifestations et orateurs aux mêmes tribunes. On peut s'étonner que dans sa réflexion sur les intellectuels, Michel Foucault ne se réfère pas à l'auteur qui en a produit une théorie importante à laquelle la sienne semble faire écho, le philosophe marxiste et leader communiste italien Antonio Gramsci. Ce dernier, dans ses cahiers de prison, développe une longue et riche analyse
de ceux qu'il appelle les intellectuels organiques. La question qui se pose est la suivante. Les intellectuels constituent-ils un groupe social autonome et indépendant, ou bien chaque groupe social a-t-il sa propre catégorie spécialisée d'intellectuels? Première observation, je le cite, « Chaque groupe social naissant sur le terrain originel d'une fonction essentielle dans le monde de la production économique crée en même temps que lui, organiquement, une ou plusieurs couches d'intellectuels qui lui donnent son homogénéité et la conscience de sa propre fonction. » Ainsi, dit-il, l'entreprise capitaliste produit les scientifiques, les techniciens, les économistes, les juristes qui en accompagnent le développement. Deuxième proposition, je cite encore, « Chaque groupe social essentiel, au moment où il émerge à la surface de l'histoire, a trouvé des catégories d'intellectuels qui existaient avant lui et qui apparaissaient comme les représentants d'une continuité historique. » Ainsi, poursuit-il, les ecclésiastiques ont longtemps monopolisé la production, la transmission et l'utilisation des savoirs, tout en étant liés à l'aristocratie foncière. La question n'est donc pas celle des qualités de ces intellectuels, mais du rôle qu'ils jouent pour leur groupe social. Il écrit « Tous les hommes sont des intellectuels, mais tous les hommes n'exercent pas dans la société la fonction d'intellectuel. » Dans le monde de son époque, continue-t-il, le type de l'intellectuel est fourni par l'homme de lettres, le philosophe et l'artiste, mais cette représentation méconnaît un autre type lié au travail industriel dont la force tient à ce qu'il se mêle activement à la vie pratique comme constructeur, organisateur, persuadeur. Faire reconnaître ce nouvel intellectualisme est, dit-il, l'une des missions de l'hebdomadaire Ordine Nuovo qu'il a fondé. Il existe une évidente affinité entre l'analyse gramscienne et l'analyse foucaldienne. Premièrement, contre la division du travail social qui accorde un privilège à celles et ceux dotés d'un fort capital dans la culture légitime, celle du monde académique bien sûr, l'une et l'autre réhabilitent le travail intellectuel et la fonction d'intellectuel des techniciens et des ouvriers, dans un cas, des acteurs de l'éducation, de la santé et du social, dans l'autre. Deuxièmement, leur efficacité et donc leur légitimité ne se jugent pas au regard de leur culture générale, de leur aisance théorique et de leur talent oratoire, mais de leur intelligence, des enjeux spécifiques, des questions qu'ils abordent et de leur activité en faveur de changements concrets dans le domaine où ils interviennent. En somme, tous deux défendent une vision démocratique et pragmatique, plutôt qu'élitiste et idéologique, de l'intellectuel. Une différence entre eux tient toutefois à ce que Antonio Gramsci ne se limite pas aux intellectuels dits de gauche, comme le fait Michel Foucault, mais inclut ceux au service du pouvoir et du capital. Une différence, me semble-t-il, qui dans le moment présent est cruciale. Au regard de cette convergence, au moins partielle, de leur vision, il est donc remarquable que le promoteur de l'intellectuel spécifique ait ignoré le concepteur de l'intellectuel organique. Mais l'ignorait-il au sens de ne pas le connaître ou bien au sens de ne pas vouloir le reconnaître? Difficile de le dire, toujours est-il qu'il ne le cite jamais à ma connaissance. Quel intellectuel était donc Michel Foucault? Au-delà du qualificatif qu'on peut lui accorder, spécifique ou universel, quels furent ses engagements concrets? Faut-il les chercher dans ses écrits, mieux contrôlés, dans ses entretiens, souvent plus libres, ou dans l'action sur le terrain? Peut-on en dégager une cohérence politique d'ensemble? Ou faut-il plutôt tenter d'établir une périodisation avec des engagements prenant des formes distinctes et révélant des positionnements différents? Telles sont les questions que se posait déjà le philosophe espagnol José Luis Moreno Pestaña lorsqu'il écrivait sa biographie politique de Michel Foucault. Et je veux à mon tour tenter d'y répondre à partir des matériaux d'une vie, la sienne.
Jusqu'à l'âge de 42 ans, Michel Foucault n'a pas eu d'engagement politique ou social véritable. L'image qu'on a généralement de lui comme intellectuel engagé correspond donc seulement aux 16 dernières années de sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, enfant de la bourgeoisie poitevine, il a été un bon élève dans un collège catholique, puis un étudiant doué en classe préparatoire, enfin après la Libération, un normalien enthousiaste d'avoir intégré la rue d'Ulm à sa deuxième tentative. Il est moins intéressé par la politique que par la découverte des cours de psychologie de Maurice Merleau-Ponty, des expériences limites de Georges Bataille et un peu plus tard de la radicalité philosophique de Nietzsche. Il écrit « Pour quelqu'un qui avait 20 ans au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui n'avait pas été porté par la morale de la guerre, que pouvait bien être la politique quand il s'agissait de choisir entre l'Amérique de Truman et l'URSS de Staline ?» C'est pourtant vers cette dernière option qu'il se tourne. Ainsi explique-t-il, non sans une certaine gêne rétrospective, je le cite, « En 1950, sans bien connaître Marx, refusant l'hégélianisme et me sentant mal à l'aise avec l'existentialisme, j'ai pu adhérer au Parti communiste français. » Et il commente avec un sens de l'autodérision, « Être communiste nietzschéen, c'était vraiment invivable, et si l'on veut, ridicule. Je le savais bien. » Militant exemplaire, il distribue l'humanité, écrit dans le journal des étudiants communistes et va jusqu'à accepter la version soviétique officielle du complot des blouses blanches colportées par un apparatchik français selon laquelle des médecins, pour la plupart juifs, voulaient attenter à la vie de dignitaires du régime soviétique. Quand Staline meurt, il s'avère qu'il s'agissait d'une machination. À partir de ce moment-là, dit-il, j'ai quitté le PCF. Expérience éphémère donc, moins par conviction que par un ensemble, comme il l'explique, de mauvaises raisons, la conversion, l'ascétisme, l'autoflagellation. Expérience marquante, probablement aussi, quand on pense à son rejet du marxisme à la française, qui se veut stalinien tout en se disant humaniste, et dont il parlera souvent avec mépris dans ses entretiens, au moment notamment de la sortie du livre « Les mots et les choses ». Seule exception à cette exécration qu'il nourrit à l'égard des marxistes, Louis Althusser, répétiteur de philosophie à l'École normale supérieure, dont il est très proche, humainement et intellectuellement. Après cet intermède communiste, pendant 15 ans, il se consacre essentiellement à la vie de l'esprit. Il étudie, lit, écrit, enseigne, voyage. Détaché au ministère des Affaires étrangères, il est affecté à des postes prisés qui le mettent en relation avec le monde diplomatique et ses mondanités. Il passe 3 années à Uppsala comme directeur de la Maison de France et lecteur de français à l'Institut de langue romane. Il y découvre sans plaisir la longue nuit suédoise, comme il le dit. Il consacre ses séminaires à l'étude de la littérature française à travers des thèmes tels que l'amour de Sade à Genet ou l'expérience religieuse de Chateaubriand à Bernanos. C'est là aussi qu'il écrit en large part ce qui deviendra l'histoire de la folie. Les raisons de son départ, avant la fin de son contrat, semblent liées à la fois à l'augmentation de sa charge de cours qui menace la poursuite de sa recherche et à la déception éprouvée à l'égard de la société suédoise et de son milieu académique, ce qu'il exprime dans son discours de départ. Il est ensuite nommé à Varsovie, où il prend la direction du Centre de civilisation française qui vient de rouvrir. Il y poursuit et achève la rédaction de sa thèse, donne quelques conférences sur Apollinaire, remplit auprès de l'ambassadeur la fonction officieuse de conseiller culturel. Il entrevoit également, comme il écrit à un ami, le fonctionnement policier du régime communiste polonais, qui lui rappelle opportunément qu'il est dans le pays du père Ubu. Il s'en souviendra 2 décennies plus tard lorsqu'il défendra la cause du syndicat Solidarność. C'est du reste ce fonctionnement qui l'oblige à quitter précipitamment la Pologne. 1 année seulement après son arrivée, il est en effet surveillé par la police secrète en raison de ses multiples rencontres homosexuelles, et un informateur lui tend un piège en l'accompagnant dans un hôtel où tous 2 sont arrêtés. Un philosophe polonais a mené une longue enquête qui lui a permis de reconstituer minutieusement dans les archives nationales
et à travers de nombreux entretiens, les pratiques ténébreuses du renseignement communiste, telles que les révèle cette affaire qui conduit à l'expulsion de Michel Foucault pour, je cite, « conduite immorale ». Il est alors envoyé à Hambourg pour y diriger l'Institut français. Il n'y restera toutefois qu'1 an, car il est recruté comme chargé d'enseignement à l'université de Clermont-Ferrand, où il a pour collègues Jules Villemain et Michel Serres, et où il devient 2 ans plus tard professeur de psychologie. Évoquer ces 5 années de 1955 à 1960 de détachement au ministère des Affaires étrangères, le charme discret des institutions culturelles françaises en Europe, les séminaires sur la littérature quand ses études et ses travaux sont en philosophie et en psychologie, le temps libre qui lui permet de se consacrer à son enquête historique sur la folie, c'est souligner 2 choses. Premièrement, Michel Foucault se trouve à distance des grands événements qui se déroulent alors en France. C'était précisément pendant la guerre d'Algérie, se souvient-il 2 décennies plus tard, je l'ai vécu un peu comme un étranger. Et parce que j'observais les choses comme un étranger, il m'a été plus facile d'en saisir l'absurdité et de bien voir quelle serait l'issue nécessaire de cette guerre. Mais il ajoute avec lucidité « Je n'ai pas eu à faire preuve de beaucoup de courage, je n'ai pas participé en personne à l'une des expériences décisives de la France moderne. » Ce que Didier Ribon complète par une autre observation, Didier Ribon, son biographe, il s'est trouvé à l'écart de tous les bouleversements qui vont travailler la gauche, avec l'émergence d'un puissant mouvement syndical étudiant, l'apparition de mouvements extérieurs à l'influence communiste, autant de phénomènes qui seront déterminants dans le déclenchement et le déroulement des événements de mai 68. Deuxièmement, Michel Foucault se dédie en grande partie à son activité de recherche, dont il constate certains échos dans les mondes sociaux qu'il étudie d'ailleurs. Il écrit « Je veux parler de l'expérience de la société suédoise, société surmédicalisée, protégée, où tous les dangers sociaux étaient en quelque sorte amoindris par les mécanismes subtils et savants, et de celle de la société polonaise, où les mécanismes d'enfermement étaient d'un tout autre type. » Cette absence d'engagement, donc, pendant ces années, ne signifie pas absence de l'espace public. Les parutions successives de Folie et déraison en 1961, Naissance de la clinique en 1963 et surtout Les mots et les choses en 1966, auxquelles s'ajoute plus confidentielle celle de l'anthropologie de Kant en 1961, de Maladie mentale et psychologie en 1962 et de son Raymond Roussel en 1963, non seulement témoignent d'une productivité et d'un éclectisme exceptionnel avec ses 6 ouvrages au sujet et styles très différents, publiés en 5 ans seulement, mais le projettent en pleine lumière sur la scène intellectuelle, au cœur de débats et de polémiques, auxquels son sens de la joute, et de la joute verbale en particulier, excelle. Avec son histoire de la folie, il s'en est pris à la psychiatrie et à la psychanalyse, dont les réactions des représentants sont tardives. Avec son archéologie des sciences humaines, il devient la figure de proue de l'anti-humanisme, le contempteur du marxisme mou, comme il le dit, le contradicteur de Jean-Paul Sartre, et là les ripostes sont immédiates. Héritier de Nietzsche, il est attaqué sur plusieurs fronts idéologiques, lui qui précisément récuse le concept d'idéologie. Contestant toute vérité préétablie, qu'elle soit celle des scientifiques ou celle des philosophes, il est accusé en France de nihilisme par Jacques Bouvresse. Critique de la modernité, annonciateur de la fin de l'homme, il est assimilé aux jeunes conservateurs en Allemagne par Jürgen Habermas. En réalité, ces qualifications fonctionnent plutôt comme des anathèmes qui informent souvent plus sur les difficultés de lecture de leurs auteurs que sur les théories politiques de celui qu'ils réprouvent. Il serait plus simple de dire qu'il y a chez Michel Foucault, dans cette période qu'on appelle souvent archéologique, son terme bien sûr, une radicalité qui s'inscrit dans un air du temps intellectuel qu'on qualifie volontiers de post-structuraliste ou de post-moderne et qui n'est pas sans un certain penchant pour la provocation. Cette radicalité des textes, il n'en fait toutefois pas un radical dans le champ politique. En 1965, il fréquente les allées du pouvoir gaulliste. Malgré sa versatilité dans les affectations qu'il a eues à l'étranger, il reste apprécié dans les milieux gouvernementaux.
Le ministre de l'Éducation nationale, qui sera ministre de l'Intérieur au moment des événements du mois de mai 1968, le nomme à la commission de réforme des universités. Le secrétaire général de l'Élysée, qui n'est autre que l'ancien ambassadeur de France en Pologne au temps de son séjour à Varsovie, dont il est resté proche, lui laisse entrevoir un poste de haut fonctionnaire dans un ministère. Dans un temps où la droite amorce son déclin et où la gauche commence à s'unir, il est donc loin d'être un rebelle. Ce n'est pas qu'il se sente une affinité idéologique forte avec le gaullisme, mais il est ambitieux et il a besoin de soutien. Cependant, n'ayant pas obtenu l'affectation qu'il espérait, il bénéficie, après 6 années passées dans le monde académique français, d'un détachement à nouveau, cette fois à l'université de Tunis, dans le pays où son compagnon Daniel Defer effectue son service national. Pour la première fois, il va occuper un poste de professeur de philosophie. Il s'installe à Sidi Bou Saïd, dans une villa face à la mer. Il travaille activement à l'archéologie du savoir. Il enseigne Descartes et Nietzsche, l'esthétique et la psychologie. Il donne des conférences publiques populaires sur Manet et Magritte. Mais surtout, c'est en Tunisie qu'il va pour la première fois rencontrer l'épreuve politique de l'engagement. Pendant longtemps, le séjour tunisien a été méconnu ou minimisé dans la biographie de Michel Foucault, et plus encore dans sa biographie politique. Or, c'en est le tournant majeur. Certes, il avait pris le poste de Tunis en attendant d'obtenir une nomination à Paris, avec l'intention, raconte-t-il, d'y trouver une thébaïde, ou se retirer pour profiter des plages et mener ses recherches. Mais il y a découvert des étudiantes, et des étudiants, dit-il, sérieux et passionnés, avec une avidité absolue d'apprendre. Et il y fait ce qu'il appelle une véritable expérience politique à l'occasion de plusieurs mobilisations et de leur répression. La Tunisie était devenue indépendante de manière pacifique en 1956, lorsque la France avait mis fin au système colonial connu sous la formule euphémisée de protectorat. L'université de Tunis avait été créée 4 ans plus tard. La libération du pays et la jeunesse de l'institution expliquent probablement l'enthousiasme des étudiantes et des étudiants. Leur culture politique, essentiellement marxiste, est animée par un sentiment anticolonial et un rejet de l'impérialisme. 2 régions du monde sont pour eux particulièrement sensibles, la Palestine et le Vietnam. Au cours du séjour de Michel Foucault, plusieurs mobilisations ont lieu. La première en décembre 1966, à la suite de violences policières contre un étudiant qui n'avait pas réglé son ticket de transport dans un bus, demeure relativement circonscrite. La deuxième, en juin 1967, se produit à la suite de la guerre menée par Israël, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, et qui se solde par l'occupation du Sinaï égyptien, du Golan syrien et de l'ensemble des territoires palestiniens, qui sera condamné quelques mois plus tard par la résolution 242 des Nations Unies. Une manifestation étudiante, initialement prévue autour des ambassades états-uniennes et britanniques, dérive vers les quartiers populaires de la capitale et dégénère en destruction de magasins et des shops juives, malgré les appels des organisateurs à ne pas céder à l'antisémitisme. En réponse, le pouvoir arrête et condamne le leader allégué du mouvement à 20 ans de travaux forcés. Une troisième série de protestations se déroule en 1968, d'abord en janvier, à l'occasion de la visite en Tunisie du vice-président des États-Unis accompagné du ministre des Affaires étrangères sud-vietnamien, puis massivement en mars pour demander la libération de l'étudiant condamné et, au-delà, exiger des réformes en vue de plus de démocratie dans le pays. La répression du régime est brutale, 81 étudiants sont emprisonnés, certains d'entre eux torturés. Lors des manifestations de 1967, qui se sont transformées en opérations punitives contre des commerces juifs, Michel Foucault a été choqué par la conversion d'une protestation contre l'agression coloniale israélienne, avec le soutien de puissances occidentales, en une charge antisémite, car il ne comprenait pas ce déchaînement de violence auquel certains étudiants ont participé. Mais après les protestations de 1968, qui lui semblent légitimes et dont il déplore l'écrasement, il se mobilise avec quelques collègues pour demander la libération des étudiants incarcérés, intervient à plusieurs reprises auprès de l'ambassadeur de France,
rencontre même le président de la République tunisienne. Il accueille chez lui un étudiant recherché, il permet l'impression illégale de tracts à son domicile, il demande en vain à témoigner au procès des étudiants, mais contribue financièrement à leur défense. Le régime tunisien n'ignore pas ses activités clandestines, de même qu'il connaît ses rencontres privées. Il est surveillé, suivi, harcelé. Un jour, alors qu'il reconduit un amant, son véhicule est arrêté, il est violemment frappé par des individus dont il ne sait pas s'ils sont des policiers en civil ou des hommes de main. Sous la pression, il finit par quitter la Tunisie. Les étudiants sont jugés par une cour de sûreté de l'État spécialement créée et condamnés à de lourdes peines de prison. Évoquant cette période, 22 ans plus tard, Michel Foucault se souvient, dit-il, d'une expérience impressionnante, notamment au regard du courage et de la détermination des étudiantes et des étudiants. J'ai été profondément impressionné par ces filles et ces garçons qui s'exposaient à des risques formidables en rédigeant un tract, en le distribuant ou simplement en appelant la grève. Lui qui avait gardé de son passage chez les communistes français un peu de scepticisme très spéculatif et avait découvert le socialisme réel polonais, objet d'un total dégoût pour la plupart des jeunes, découvrait en Tunisie un marxisme vivant dont les étudiantes et les étudiants se réclamaient, dit-il, avec une violence et une intensité radicales. Pour eux, je cite, « Le marxisme ne représentait pas seulement une meilleure façon d'analyser la réalité, mais il était en même temps une sorte d'énergie morale, d'acte existentiel tout à fait remarquable. » Face à cette force, il ressent le besoin lui aussi d'agir, de manifester sa solidarité, de s'engager en politique. J'ai été amené à apporter un soutien aux étudiants, à toucher du doigt quelque chose de totalement différent de tout ce ronronnement des institutions et des discours politiques en Europe. En effet, la comparaison avec son expérience française est permanente. Et la découverte à la fois de l'ardeur vitale des militants et de sa propre capacité à se mobiliser pour une cause est fondatrice. En utilisant les mots dont il se servira plus tard, on pourrait dire qu'il est passé par une forme de subjectivation. Il est devenu un sujet politique et même peut-être un sujet éthique. Voilà ce qu'a été pour moi la Tunisie. J'ai dû entrer dans le débat politique. Ce ne fut pas mai 68 en France, mais mars 68 dans un pays du tiers-monde. Lors des événements du printemps de 1968 en France, tout juste a-t-il fait 2 brèves apparitions parisiennes qui l'ont convaincu que, pour paraphraser la citation apocryphe prêtée à Arthur Rimbaud, la vraie vie politique est ailleurs. On comprend donc l'impatience des rares chercheuses et chercheurs qui se sont penchés sur ces années tunisiennes et déplorent qu'on n'accorde pas à cette période l'importance qu'elle mérite dans sa trajectoire intellectuelle. Son engagement au cours des années qui ont suivi les événements de mai 68 en France est né dans le feu des protestations tunisiennes qu'il a vécues intensément, y voyant une véritable insurrection estudiantine dont les participants prenaient le risque d'être blessés, arrêtés, incarcérés et condamnés à de lourdes peines, et s'en considérant lui-même partie prenante à travers l'assistance et le soutien qu'il avait apporté au mouvement. Comme l'écrit la sociologue britannique Catherine Median, l'activisme radical de Michel Foucault, qui va se développer dans les années 1970, ne trouve pas sa source dans une histoire européenne. Il a émergé, souligne-t-elle, dans le contexte de lutte anticoloniale, de combat contre l'impérialisme, de mobilisation contre l'autoritarisme. Il est donc nécessaire, selon elle, d'échapper à l'eurocentrisme de la biographie foucaldienne et de ne pas effacer la mémoire de ce moment décisif. On pourrait ajouter qu'il est d'autant plus important de ne pas occulter cet épisode inscrit dans l'héritage d'une décolonisation inachevée que Michel Foucault a lui-même presque totalement ignoré dans son œuvre la question coloniale et sa postérité post-coloniale, ne l'évoquant qu'en une phrase dans toute son œuvre écrite. L'influence de cette expérience tunisienne dans la suite peut se déceler à 2 niveaux distincts, quoiqu'en partie liés, d'une part dans le militantisme et d'autre part dans la philosophie. Premièrement,
côté du militantisme, il existe certains éléments communs dans les circonstances qui le poussent en Tunisie en 1968 et en France en 1971 à s'engager. Il s'agit de mobilisation étudiante contre le pouvoir avec en réponse une répression qui conduit à de nombreuses condamnations à la prison. On peut même noter que dans les deux pays, c'est la Cour de sûreté de l'État qui juge les prévenus, la sévérité des peines étant cependant moindre dans le cas français que dans le cas tunisien. De plus, l'action que mène Michel Foucault à Tunis comme à Paris concerne, au moins dans un premier temps, un soutien à des étudiants incarcérés, et il est raisonnable de penser que la première expérience rend plus facile la seconde. Même si la question de la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme est un enjeu beaucoup plus central dans les protestations tunisiennes que dans les protestations françaises, il ne reste pas moins dans ces dernières des indices de sa présence. D'ailleurs, à partir du début de la décennie 1970, plusieurs des causes dans lesquelles Michel Foucault se mobilise ont un lien direct ou indirect avec les pays dits du Sud. Lutte contre le racisme, soutien aux travailleurs migrants, direction nominale d'un journal tiers-mondiste menacé, appel en faveur des boat people vietnamiens, reportage bienveillant sur la révolution iranienne. Cependant, malgré sa proximité avec Jean Genet, il ne s'exprime pas sur les droits du peuple palestinien. Deuxièmement, du côté donc de la philosophie cette fois, au cours de ces mêmes années, un changement important se produit. On parle souvent de la transition de l'archéologie vers la généalogie, mais on pourrait plutôt dire du savoir vers le pouvoir, avec le pouvoir va venir la question de la résistance. Bien sûr, dans les premiers travaux, le savoir sur la folie, la maladie, les sciences étaient étroitement liés au pouvoir. Mais de ce dernier, il n'avait pas véritablement de cadre général pour le penser. Avec les cours sur les institutions pénales et la société punitive, sur les pratiques psychiatriques et les expertises judiciaires, sur la guerre des races et le pouvoir sur la vie, et surtout avec les deux livres sur la naissance de la prison et l'histoire de la sexualité, la question du pouvoir devient centrale et elle est inséparable de la question de la résistance. Ce n'est plus un pouvoir abstrait, c'est celui qui, au début du XVIIe siècle, impose des taxes contre lesquelles vont se soulever les nu-pieds de Normandie, qui seront durement réprimés. C'est celui qui, à la fin du XVIIIe siècle, institue un régime judiciaire destiné à punir les illégalismes populaires pour lesquels est mise en place l'institution pénitentiaire. C'est celui qui, au XIXe siècle, favorise la mise à disposition du prolétariat pour le capitalisme, alors que se déploie un double mouvement de lutte des classes et de biologisation du racisme. Cette représentation des relations de pouvoir, comme inscrite dans un champ d'affrontement, est nouvelle. Elle est exprimée de la manière la plus simple dans une formule de la volonté de savoir. Là où il y a pouvoir, il y a résistance, et pourtant, ou plutôt par là même, celle-ci n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir. Cette double affirmation, qui fait de la résistance une condition nécessaire à l'existence du pouvoir et qui la situe à l'intérieur de ce dernier, est ce qui justifie que désormais Michel Foucault parle presque toujours de la dimension relationnelle du pouvoir, lequel dépend en effet, dit-il, d'une multiplicité de points de résistance qui ont un rôle d'adversaire, de cible, d'appui, de saillie. Cette pluralisation trouve un écho dans tout un courant de littérature anthropologique des années 1980 et 1990 qui conteste la vision romantique qui idéalise la résistance et les résistants, voire les enserre dans un cadre exotique. Ainsi, pour rendre compte des formes multiples, subtiles et presque invisibles de résistance des femmes bédouines égyptiennes, Laïla Aboulourod s'inspire de l'analyse foucaldienne tout en inversant sa formule en « là où il y a résistance, il y a pouvoir ». La première rencontre de Michel Foucault avec le couple pouvoir-résistance et non plus pouvoir-savoir, c'est-à-dire avec un pouvoir bien concret, brutal, implacable, celui de la police, de la justice et de la prison, donc celui de l'État, avec face à lui la résistance des étudiantes et des étudiants, c'était en Tunisie. Elle était suivie d'une autre en France au début des années 1970.
Au cours de la décennie 1970, donc, dans le tumulte des réformes, des protestations, des législations répressives, des idéologies néo-marxistes, de la nervosité de l'État et du bouillonnement de l'université, Michel Foucault a l'enthousiasme des nouveaux convertis. Il est de toutes les mobilisations qui mettent en cause les autorités. Il fait assaut de radicalité dans ses interventions publiques. L'époque était une certaine forme de concurrence idéologique. Exemplaire à cet égard est le dialogue qu'il a en novembre 1971 à la télévision néerlandaise avec le linguiste états-unien Noam Chomsky, figure intellectuelle de l'extrême gauche dans son pays. À une question du journaliste, il répond avec véhémence : « Je ne crois absolument pas que notre société soit démocratique. Si l'on entend par démocratie l'exercice effectif du pouvoir par une population qui n'est divisée ni ordonnée hiérarchiquement en classes, il est parfaitement clair que nous en sommes très éloignés. Il est tout aussi clair que nous vivons sous un régime de dictature de classe qui s'impose par la violence, même quand les instruments de cette violence sont institutionnels et constitutionnels. » Il poursuit en disant que le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il pense que sa cause est juste, mais parce qu'il veut prendre le pouvoir, et encore en affirmant que dans une société sans classe, il ne serait plus besoin de notion de justice. Tout au long de la conversation, il s'efforce ainsi de se montrer plus radical que son collègue du Massachusetts Institute of Technology. Lors d'un débat quelques mois plus tard en France avec le leader de la gauche prolétarienne autour de la pertinence de créer un tribunal populaire pour juger les violences policières, il en conteste l'idée qu'il considère, dit-il, trop proche du modèle judiciaire dominant. Est-ce qu'on ne voit pas réapparaître là l'embryon même fragile d'un appareil d'État ? Est-ce que l'établissement d'une instance neutre entre le peuple et ses ennemis est susceptible d'établir le partage entre le vrai et le faux, le coupable et l'innocent, le juste et l'injuste, n'est pas une manière de s'opposer à la justice populaire ? Pour Michel Foucault, dont c'est une nouvelle occasion de se confronter à Jean-Paul Sartre, le tribunal est une domination de classe, car il s'insinue, affirme-t-il, entre les masses et leurs oppresseurs. À la même époque, à l'occasion d'une discussion avec des lycéens, cette fois, qui lui demandent comment lutter contre les mécanismes de répression, il répond en prenant l'exemple de sa lutte contre les prisons qu'à la différence de l'humaniste qui demande de meilleures conditions pour les personnes détenues au nom de leur dignité d'êtres humains, tout en supposant le bien fondé de leur peine, lui, au contraire, récuse cette supposition. Et il dit : « Notre action ne cherche pas l'âme ou l'homme derrière le condamné, mais à effacer cette frontière profonde entre l'innocence et la culpabilité. » Michel Foucault dit vouloir mettre en cause ainsi les notions de bien, de mal, d'innocence, de culpabilité, pour transformer, ajoute-t-il, l'idéologie de l'institution. Cette radicalité dans les mots trouve sa traduction dans les actes. Au lieu d'instaurer un tribunal populaire sur le système pénitentiaire, comme l'attendaient beaucoup de celles et ceux qui s'étaient initialement réunis autour de lui, il crée le GIP, groupe d'information sur les prisons, qui va donner la parole aux détenus plutôt qu'aux intellectuels dans le cadre de la grande enquête qu'il met en œuvre avec d'autres. Après la mort de George Jackson, abattu alors qu'il cherchait à s'évader après avoir pris un otage dans des circonstances qui ont fait suspecter l'implication des autorités pénitentiaires et au cours desquelles 2 autres détenus et 3 surveillants ont été tués, le GIP publie un dossier de sa série Intolérable sous le titre « L'assassinat de George Jackson », un fascicule publié par Gallimard. Il ne s'agit pas cependant pour Michel Foucault de justifier systématiquement la violence contre l'institution, et dans le cadre de l'occupation de la prison de Toul, au début de laquelle les détenus ont laissé les surveillants quitter les lieux, il rédige un long texte dans lequel il interprète leur refus de prendre des otages comme l'affirmation d'une force face à l'administration qui les opprime et les humilie, mais qui se voit contrainte de négocier avec les protestataires. Derrière donc les excès de son langage, il réclame de l'action révolutionnaire, mais il faut se souvenir des usages lexicaux de cette époque. Il y a donc un engagement réel avec une certaine prise de risque, même s'il sait
que sa notoriété le protège. Le paradoxe au moins apparent est toutefois que dans cette période où il est en train de devenir la figure intellectuelle dominante du gauchisme, il est élu professeur au Collège de France, y compris avec les voix de certains de ses futurs collègues conservateurs politiquement, mais libéraux intellectuellement. Il sépare du reste assez hermétiquement sa parole savante, qu'il qualifie même souvent d'érudite, de sa parole publique, virulente. Cette séparation est en fait chronologique. Ses livres et ses cours ne vont presque jamais au-delà du XIXe siècle. La seule exception est en 1979, le cours Naissance de la biopolitique, dans laquelle il développe de longues analyses des néolibéralismes allemands et états-uniens. Pour le reste, ce n'est qu'à travers les généalogies de la prison, de la psychiatrie ou du pouvoir, ou dans de rares digressions, qu'on perçoit les lointains échos des bruits de la rue. Une division du travail intellectuel se fait en somme entre critique au Collège de France et engagement dans l'espace public. Une ligne invisible, celle du temps historique, de la chronologie, instaure un partage entre vie académique et vie politique. Un épisode à la fin de cette décennie 1970 mérite une particulière attention dans la mesure où, tout en étant cohérent au regard de la pensée de Michel Foucault, il représente dans son parcours un pas de côté, et même, pourrait-on dire, un saut dans l'inconnu, mais dans la mesure aussi où il a suscité incompréhension et critique au point de devenir pour beaucoup le symbole de l'inconsistance des intellectuels de gauche. C'est l'épisode iranien. Tout commence avec la proposition que lui adresse le directeur du Corriere della Sera de tenir une chronique dans son quotidien. En réponse, il suggère, plutôt que de distiller ses propres réflexions philosophiques, d'envoyer des philosophes faire des reportages en différents endroits du monde. Il écrit « Il y a plus d'idées sur la Terre que ne l'imaginent les intellectuels. Et ces idées sont plus actives, plus fortes, plus résistantes, plus passionnées que ne le pensent les politiques. Il faut assister à la naissance des idées, à l'explosion de leur force, non pas dans les livres qui les énoncent, mais dans les événements où leur force se manifeste, dans les luttes qui se mènent autour des idées, pour ou contre elles. » Dans ce dépaysement de la pensée et cette reconnaissance de l'intelligence en acte hors des milieux intellectuels occidentaux, on reconnaît à nouveau la trace de l'expérience tunisienne. Mais on retrouve aussi son intérêt pour ce qu'il appelle l'actualité, c'est-à-dire les événements qui ponctuent le présent et lui impriment leur sens. Sa suggestion étant acceptée, il propose des noms, parmi lesquels Suzanne Sontag pour le Vietnam communiste, Jorge Semprún pour l'Espagne post-franquiste, et deux anciens maoïstes français, André Glucksmann et Alain Finkielkraut. Lui-même décide de partir en Iran, où un soulèvement est en cours contre l'autocratie et la corruption du régime des Pahlavis. En quelques semaines, il dévore la littérature sur l'anthropologie de l'Iran et l'interprétation de l'islam. Il rejoint Téhéran le 16 septembre 1978, 8 jours après le Vendredi noir, au cours duquel la répression sanglante de la police du Shah contre des manifestations populaires a fait de nombreuses victimes. La loi martiale est proclamée. Dans une ville déserte et silencieuse après les massacres, il rencontre des responsables militaires, des opposants laïcs, un chef religieux. Après une semaine seulement d'enquête, il rentre en Europe et rédige une série d'articles pour le journal italien. Son reportage écrit dans l'urgence relate et contextualise les événements, rapporte des extraits d'entretiens, avance des interprétations des faits, émet des hypothèses pour la suite. Par exemple, comparant le blocage de la situation politique à l'existence d'un verrou, il observe des deux clés qui prétendent le faire tourner, celle qui semble le mieux ajustée pour l'instant, ce n'est pas celle américaine du Shah, c'est celle islamique du mouvement populaire. Ce constat, qui trouvera une confirmation 4 mois plus tard avec le départ du dernier Shah d'Iran et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, n'est toutefois pas un blanc-seing. Je le cite, « N'embellissons pas les choses. Le clergé chiite n'est pas une force révolutionnaire. Mais cela ne veut pas dire que la religion chiite n'a à opposer au gouvernement et à la modernisation abhorrée
que le poids de l'inertie. Elle est aujourd'hui ce qu'elle a été plusieurs fois dans le passé, la forme que prend la lutte politique dès lors que celle-ci mobilise les couches populaires. Il est en effet obligé de se rendre à l'évidence de la mobilisation de centaines de milliers d'Iraniens pour l'avènement d'un, je cite, gouvernement islamique, dont il affirme en se fiant aux propos de ses interlocuteurs qu'il ne sera pas un régime politique dans lequel le clergé jouerait un rôle de direction ou d'encadrement, mais la création d'une forme utopique, recréée sur la base de structures et de valeurs traditionnelles, et cette fois, bien sûr, son analyse sera démentie. Le seul article qui sera publié en français se termine par ces mots. « Quel sens, pour les hommes qui l'habitent, à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme, une spiritualité politique. » J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. En fait, plutôt que des rires, ce seront des attaques, et elles ne seront pas que françaises. Dans son livre « Foucault in Iran », l'historien iranien-états-unien Behrouz Gamari Tabrizi se penche sur les accusations portées contre l'auteur des articles italiens. On lui reproche 3 choses, explique-t-il. Premièrement, d'avoir surestimé la dimension religieuse et sous-estimé les autres courants politiques dans la mobilisation populaire qui a conduit à la chute du régime. Deuxièmement, d'avoir idéalisé ce que pouvait être un gouvernement islamique en pensant qu'il n'impliquait pas une prise de pouvoir des mollahs. Troisièmement, d'avoir manifesté un certain enthousiasme pour le mouvement révolutionnaire. Une sorte d'orientalisme bienveillant à l'égard de l'islam l'aurait aveuglé. Or, selon l'historien iranien, s'il est évident que le gouvernement islamique a bien été ce que cette expression suggère, à savoir une prise de pouvoir par les autorités chiites, de surcroît sous une forme intolérante et violente, et non une simple utopie, en revanche, d'une part, la prééminence de la référence religieuse et l'ascendant de l'ayatollah Khomeini dans la mobilisation populaire sont empiriquement avérés, et donc il ne s'agit pas d'une révolution volée comme on l'entend souvent. Et d'autre part, la révolution ne se résume pas à la mise en œuvre juridique de la charia, mais il s'est accompagné chez beaucoup d'Iraniens d'un véritable processus de transformation de leur subjectivité à travers l'islam. Au-delà des controverses qu'elle a suscitées, l'analyse de Michel Foucault, mieux informée et plus complexe qu'on ne l'a dit, représente un moment important dans le développement et l'influence de son œuvre. Premièrement, le thème du gouvernement de soi et l'herméneutique du sujet émerge à ce moment-là avec un double mouvement. D'une part, il lui permet de comprendre ce qui se joue sur la scène iranienne, et d'autre part, en retour, cette scène iranienne lui donne une réalité qui lui permet de s'incarner. Deuxièmement, par l'attention portée à la religion sous l'angle de l'émergence d'une subjectivité morale, ce thème ouvre la voie à de nouvelles orientations de recherche dans les sciences sociales. C'est le cas notamment de l'anthropologie de l'éthique. Il ne fallait donc pas rire de la subjectivité politique. Mais l'optimisme de Michel Foucault a certainement été pris en défaut dès l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, avec les exécutions d'opposants, la répression des minorités, l'oppression des femmes. Certains commentateurs l'ont même tenu pour solidaire des exactions du régime. Dès que ces exactions ont été connues, il a pourtant essayé de réagir. En avril 1979, il publie une lettre ouverte au Premier ministre iranien qu'il a rencontré quand ce dernier présidait le Comité de défense des libertés et des droits humains, ayant été lui-même condamné sous le régime du Shah à 10 années de prison. Après avoir rappelé dans cette lettre que la puissance publique s'honore toujours en respectant, quels que soient leurs crimes, les droits de celles et ceux qu'elle juge pour fonder son droit de punir, il termine par une belle formule. « Vous avez à faire en sorte que ce peuple n'ait jamais à regretter la force sans concession avec laquelle il vient de se libérer lui-même. » Le mois suivant, il s'adresse cette fois à ses détracteurs dans un éditorial du quotidien Le Monde. « Pour que le Shah s'en aille, nous sommes prêts à mourir par milliers, disaient les Iraniens l'été dernier. Et l'ayatollah ces jours-ci
que saigne l'Iran pour que la révolution soit forte. Étrange écho entre ces phrases qui semblent s'enchaîner. L'horreur de la seconde condamne-t-elle pourtant l'ivresse de la première? Assurément non pour lui, car, dit-il, la spiritualité à laquelle se référait ceux qui allaient mourir est sans commune mesure avec le gouvernement sanglant d'un clergé intégriste. Il refuse donc qu'on dise de lui qu'il reconnaît désormais son erreur. Il n'y a certes aucune honte à changer d'opinion, écrit-il, mais il n'y a aucune raison de dire qu'on en change lorsqu'on est aujourd'hui contre les mains coupées, après avoir été hier contre les tortures de la SAVAK, c'est-à-dire la police du Shah. Il aurait été certainement cruel de lui rappeler alors ce qu'il disait 8 ans plus tôt dans son échange avec Noam Chomsky. Quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut qu'il exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Il est en fait intéressant de constater le chemin parcouru au cours de la décennie 1970 d'une radicalité au regard de laquelle les mots prononcés semblent être sans conséquence, à une réflexivité au nom de laquelle ce que l'on dit peut faire une différence dans le monde. Signe de la dissociation complète que Michel Foucault parvient à opérer dans son activité alors qu'il a passé l'automne à se rendre en Iran et à écrire sur la révolution islamique en cours, il reprend son cours au début de l'hiver en traitant du libéralisme et de ses variantes tardives néolibérales, d'Adam Smith à Valéry Giscard d'Estaing. Dans cette période, il semble avoir plutôt de la sympathie pour ce mode de gouverner, le libéralisme qui repose selon lui sur le principe « on gouverne toujours trop », intègre dans sa rationalité une réflexivité qui le pousse à s'améliorer. Plutôt qu'une idéologie, il constitue, affirme-t-il, un instrument critique de la réalité, d'une gouvernementalité antérieure dont on essaie de se démarquer, d'une gouvernementalité actuelle qu'on tente de réformer, de rationaliser en la révisant à la baisse, d'une gouvernementalité à laquelle on s'oppose et dont on veut limiter les abus. Sans nier ce qu'il appelle ces ambiguïtés, les ambiguïtés du libéralisme, il voit néanmoins dans l'ordolibéralisme allemand l'organisation d'une économie de marché non planifiée, sans provoquer de distorsion sociale, dit-il, et dans le néolibéralisme états-unien, une extension à des domaines non premièrement économiques comme la natalité et la délinquance. Dans cette description et cette analyse, comme l'observe José Luis Moreno Pestaña, je le cite, à aucun moment Foucault ne s'interroge sur les effets d'inégalité sociale du néolibéralisme. Mais le mot inégalité n'appartient pas à son vocabulaire. Surprenante association donc en cette année 1978-1979 d'un soutien passionné à l'expérience révolutionnaire iranienne et d'une certaine affinité avec la gouvernementalité néolibérale. Les dernières années de la vie de Michel Foucault sont marquées par l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République et la victoire de l'Union de la gauche aux élections législatives qui mettent fin à 23 ans de gouvernement de droite. Il n'était pas intervenu dans la campagne électorale car, comme il l'avait expliqué 3 ans plus tôt, je me fais une règle de ne pas prendre position quant aux élections, considérant que son rôle est de faire émerger des questions dans l'espace public et non de dire pour qui il faut voter. Il se réjouit cependant de la nouvelle configuration politique, d'autant que l'un des premiers décrets consiste en une régularisation de 300 000 étrangers sans titre de séjour et que l'une des premières grandes lois votées concerne l'abolition de la peine de mort. Mais sa lune de miel avec le gouvernement de gauche est de courte durée. En décembre 1981, alors que la mobilisation du syndicat Solidarność contre le régime communiste est brutalement interrompue par le pouvoir polonais qui proclame la loi martiale, le ministre français des Affaires étrangères se contente de déclarer qu'il s'agit là d'une affaire interne. Le lendemain, Pierre Bourdieu et Michel Foucault préparent une tribune intitulée « Les rendez-vous manqués », dans laquelle ils rappellent que la gauche a promis, disent-ils, de faire valoir contre les obligations de la réelle politique les obligations de la morale internationale.
Sa publication, avec de très nombreuses signatures d'intellectuels et d'artistes, déclenche une réponse hostile du premier secrétaire du Parti socialiste et du ministre de la Culture, qui y voit un manque de loyauté. La rupture avec la gauche est consommée. Mais un rapprochement se fait avec la CFDT, plus naturellement encline à manifester sa solidarité avec le syndicat frère. En résulte une série de réunions de travail, toutefois peu concluantes, entre Pierre Bourdieu, Michel Foucault et la CFDT. Finalement, un voyage à vocation humanitaire pour apporter des médicaments en Pologne est organisé avec Médecins du Monde. La biographie politique de Michel Foucault est donc riche et disparate. Mais peut-être pour l'appréhender, faut-il s'interroger sur ce qu'on appelle engagement. Une certaine confusion existe en effet dans les sciences sociales autour de ce mot. Dans un ouvrage influent intitulé « Engagement et distanciation », le sociologue allemand Norbert Elias proposait une analyse sur le rapport que les chercheuses et les chercheurs ont, en sciences sociales donc, avec leur objet. À la différence des sciences de la nature, dans lesquelles le sujet et l'objet de la recherche sont strictement distincts, le chimiste et la molécule, le biologiste et le gène, dans les sciences sociales, ils sont identiques, ce sont des humains étudiant d'autres humains. Il en résulte, selon lui, une tension dans le travail d'objectivation du fait de l'introduction d'une dimension évidemment subjective. Dans l'exil toujours recommencé, l'ethnographie que j'ai réalisée avec Anne-Claire Defossé à la frontière entre l'Italie et la France, nous montrons sur la base de notre expérience qu'il n'existe pas deux mais trois rapports du sujet à l'objet. L'engagement correspond aux interventions dans l'espace public, en l'occurrence pour défendre les droits des exilés et en dénoncer les violations par l'État. L'implication se réfère aux gestes concrets, dans ce cas à l'égard des exilés, à travers l'assistance en montagne et l'accueil dans la vallée. La distanciation, enfin, procède ici d'une démarche associant une attention similaire portée dans l'enquête à tous les protagonistes, exilés, solidaires et forces de l'ordre, et une analyse rigoureuse des enjeux sociaux, politiques et moraux de leurs interactions. Reformulons les trois termes de cette épistémologie politique, à savoir engagement, implication et distanciation. Reformulons donc ces trois termes en positionnement dans le champ politique, activisme sur le terrain des luttes et travail critique dans l'espace intellectuel. Ce triptyque permet, je crois, de saisir la diversité et la complexité des engagements de Michel Foucault. En termes de positionnement, le parcours n'est assurément pas linéaire. Normalien, il a été brièvement communiste, archéologue des savoirs, on l'a qualifié de nihiliste, jeune enseignant, il a eu des sympathies gaullistes, professeur en Tunisie, il a découvert la résistance à l'autocratie et les combats anticoloniaux, militant à son retour en France, il s'est voulu à gauche des maoïstes, journaliste en Iran, il s'est enthousiasmé pour une révolution religieuse, à la fin de sa vie, il a été séduit par l'idée néolibérale et déçu par le socialisme. S'agissant cette fois de son activisme, c'est une toute autre histoire. Ce n'est en effet que tardivement, dans la 5e décennie de son existence, qu'il a commencé à mener des actions au service de causes diverses. Il l'a fait d'abord en aidant des étudiants tunisiens menacés par le pouvoir, et après cette expérience fondatrice, il ne s'est pas ménagé, se servant de sa notoriété pour défendre les prisonniers, les travailleurs africains et les damnés de la terre, se mobilisant avec des collectifs de citoyens, des organisations humanitaires et un syndicat réformiste. Quant au travail critique, enfin, dans ses cours, ses conférences et ses livres, il est aisé de percevoir que la provocation salutaire des débuts à l'inquiétude éthique des dernières années, il existe un fil rouge. L'exercice d'une pensée exigeante qui revendique le droit et même le devoir de changer et d'en attendre autant de son public. Je vous remercie.